après le début de cette invasion, deuxième invasion depuis 2014. Quelle est votre perception de la situation sur le terrain? Le chef de l'armée, situation particulièrement difficile. Comment vous l'appréhendez, comment vous la qualifiez, cette situation? Alors, moi, je ne suis pas un militaire, mais la situation est à l'évidence difficile. Elle est difficile parce que le front est globalement stabilisé, les Russes progressent un tout petit peu, mais globalement stabilisé. Mais elle est difficile parce que l'Ukraine est un pays 3 fois moins peuplé que la Russie, et que donc il a moins de soldats. Et même s'il a des équipements plus modernes, notamment des équipements occidentaux, c'est difficile pour eux de résister. Ils arrivent à le faire, ils parviennent à le faire. Et évidemment, c'est ce que nous essayons de les aider à faire, les soutenir avec les pays qui sont aux côtés de l'Ukraine, dont la France, bien entendu. Le soutien, on dit que l'Ukraine ne tient encore que parce qu'il y a un soutien européen, américain, et que si ce soutien tend à s'affaiblir, ce qui est plus ou moins le cas côté américain, l'Ukraine ne tiendra pas. Est-ce que c'est aussi l'analyse de la situation que vous avez? Le soutien occidental, il est évidemment très important aujourd'hui pour l'Ukraine. Alors qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas du tout... Au début de la guerre, le 24 février 2022, en réalité, l'Ukraine n'avait aucun soutien occidental. Ils étaient seuls et ils ont fait face, et personne n'aurait cru qu'ils auraient pu faire face, et ils l'ont fait. Donc je ne dis pas non plus que c'est absolument indispensable. Il n'empêche qu'aujourd'hui, vraisemblablement, c'est ça qui leur permet de tenir, avec le courage des soldats ukrainiens. Mais au fond du fond, c'est la volonté, la détermination d'un peuple à se battre qui fait son efficacité au combat. Enfin, je parle sous le contrôle du général, mais je pense que c'est vraiment ça la clé. Il faut aussi que le soutien occidental suive, bien entendu. C'est ce qu'on essaye de faire, à la fois pour les munitions, pour les missiles comme les Scalp, les missiles Aster, enfin, tout un tas d'équipements dont ils ont un besoin absolument criant. Aujourd'hui, les Russes tirent une partie de l'Est de l'Ukraine 8 fois plus de munitions d'artillerie que les Ukrainiens. Donc évidemment, c'est une situation difficile pour eux. Général. Oui, il faut considérer qu'aujourd'hui, alors les Russes, ils ont grignoté. On estime qu'ils ont grignoté à peu près 500 km² depuis le début de l'année. 500 km², c'est 4 fois la superficie de Paris. Oui. C'est pas grand-chose. C'est à la fois beaucoup et rien du tout. Voilà. Mais c'est vrai, comme le soulignait monsieur l'ambassadeur, tout est dans la détermination du peuple ukrainien face à l'ennemi russe. Et ce qui est très étonnant, c'est que quel que soit que vous soyez ukrainien russophone ou ukrainien de l'Ouest, il y a cette... oui, l'ennemi, c'est le russe aujourd'hui. Vous parliez de la résistance, on peut même parler parfois de résilience. La conscription a été baissée de 27 à 25 ans. Est-ce que quand vous êtes sur place, c'est quelque chose qui choque, qui fait peur, qui prouve que cette guerre va durer? Comment ils l'analysent, ces Ukrainiens? C'est d'abord un signe que la guerre va durer, effectivement, et que tout le monde s'attend à ce qu'elle s'étende au moins jusqu'en 2025. Ensuite, l'impact de cette mesure, il sera évidemment très différent, puisque suivant comment elle sera appliquée. Parce qu'en réalité, on sait que grosso modo, ça veut dire qu'il y aura à peu près 200 000 jeunes Ukrainiens de plus qui sont mobilisables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mobilisés, parce qu'il y a d'autres conditions d'exemption. Et donc, par ailleurs, il y a actuellement en discussion à la Rada, le Parlement ukrainien, une loi sur la mobilisation qui doit permettre d'affiner les conditions justement d'exemption et les conditions de mobilisation. Donc, il faudra voir, c'est un peu trop tôt pour dire, mais ça montre que oui, cette guerre va durer, et que les Ukrainiens se préparent à ce qu'elle dure, y compris avec des mesures qui forcément sont pas très populaires. 200 000 personnes supplémentaires, potentiellement, ça change la donne fondamentalement? C'est important, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que les soldats ukrainiens, ils sont sur le front depuis maintenant plus de 2 ans. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a bien sûr des soldats qui ont été tués, des soldats blessés, et donc il y a effectivement nécessité de renforcer les capacités militaires, d'autant plus que de l'autre côté, Vladimir Poutine, hélas, fait la même chose, et donc c'est ce que l'on craint dans les mois à venir. Avec une capacité humaine beaucoup plus importante, évidemment, côté russe. Puisqu'on parle d'humains, il y a à peu près 600 ressortissants français qui vivent sur le sol ukrainien. Est-ce qu'ils se sentent soutenus, pardon de vous poser la question puisque vous représentez la France, mais par l'État français, par le gouvernement français, et comment vous interagissez avec eux? Alors on agit avec eux très classiquement, on a une section consulaire à l'ambassade de France qui naturellement délivre les titres de séjour dont ils peuvent avoir besoin, qui est là pour les aider. Et puis on garde un contact très, très régulier, on a un dispositif de consul honoraire, on a aussi un dispositif de chefs d'îlot qui sont chargés de la sécurité pour pouvoir faire le lien avec nos compatriotes. Je dois dire que ces 600 Français, ils sont évidemment importants parce que, peut-être qu'on ne le sait pas assez, les employeurs, les entreprises françaises en Ukraine sont le premier employeur privé étranger dans ce pays, ce qui ne va pas de soi. Moi, c'est quelque chose que j'ignorais avant de prendre mes fonctions. On en a eu quelques-uns depuis 2 ans qui nous expliquaient effectivement l'importance de ce tissu, effectivement. Et souvent, ils sont là depuis longtemps, depuis l'indépendance de ce pays. Ils ont beaucoup investi. Et ça représente, et c'est très important pour les Ukrainiens parce que ça représente 30 000 salariés derrière, qui sont à 99% ukrainiens. Donc évidemment, si les entreprises françaises partaient, ce qu'elles n'ont pas fait, ce serait une catastrophe économique pour ce pays qui n'a pas besoin de rajouter de la crise à la crise. Vous
vous êtes ambassadeur de France dans un pays en guerre. Est-ce que la relation aux ressortissants français est différente que s'il n'y avait pas la guerre? Parce que la guerre, elle n'est pas partout en Ukraine. Évidemment, on en parle souvent, mais il y a des bombardements à Kiev, il y en a un peu partout dans la capitale. Mais la guerre n'est pas étendue sur l'ensemble du territoire. Il y a ce risque-là, mais ce n'est pas des combats un peu partout. Est-ce que ça change la façon, le fait d'être dans un pays en guerre, la façon dont un ambassadeur va parler aux ressortissants de son pays, dans un pays comme l'Ukraine aujourd'hui? Ça change bien sûr, parce qu'évidemment, on attend de l'ambassadeur plus d'engagement, plus de flexibilité, le fait d'être joignable surtout, et de pouvoir être réactif. Ceci dit, vous savez, quand on dit il n'y a pas de combat partout, c'est très vrai, mais il peut y avoir des frappes de missiles partout. C'est la nuance que j'essaie d'exprimer, effectivement. Tout à fait. Il n'y a pas d'endroit qui n'est pas menacé, mais il n'y a pas d'endroit visé quotidiennement, ou en tout cas où il y a des chars et des combats au sol. Et même dans l'Ouest, même à Lviv, etc., il y a eu des frappes de missiles. Et donc la guerre, elle a cette réalité qui, même si parfois on pourrait presque l'oublier, mais en réalité, il y a toujours un moment où elle nous rattrape. Et ça rattrape les Ukrainiens tous les jours, ça rattrape aussi nos visiteurs. Et j'étais avec la présidente de l'Assemblée nationale il y a une semaine, et on a passé plusieurs moments dans des abris, y compris à 4h du matin à Kiev ou à Odessa. Est-ce que l'attentat de Moscou et la complicité ukrainienne présumée de Vladimir Poutine a changé la donne, selon vous? Est-ce que vous avez, à la fois en tant qu'ambassadeur, mais en tant qu'homme, vous vous êtes dit, on va peut-être basculer dans quelque chose d'autre? Écoutez, ça dépend évidemment du côté russe, parce que du côté ukrainien, voilà, toutes ces accusations sont à l'évidence sans fondement. Le président de la République a dit, je crois que c'était à la fois baroque et menaçant. Il a parfaitement raison, c'est évidemment frappant et en dehors de toute réalité. Ce qui est vraiment dramatique dans cette affaire, c'est qu'il y a des causes qui pourraient encore nous rassembler avec la Russie, notamment la lutte contre le terrorisme islamiste. C'est ce que nous faisons, c'est ce que les Russes devraient aussi faire, à mon sens, et que sans doute ils essayent de faire. Et quelque part, insister à ce point là sur l'idée que ça pourrait être l'Ukraine sans aucun début de preuve, sans aucun élément sérieux, alors que ça a été revendiqué par l'État islamique au Khorasan, quelque part en fait ça revient à se détourner du vrai sujet, ou d'un vrai sujet, pour agiter des peurs et agiter des choses qui sont déconnectées de toute réalité. Il y a eu un coup de téléphone entre Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et son homologue russe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce coup de téléphone? On imagine ça doit être compliqué de se parler, même entre ministres des Armées et homologue. D'abord, c'est un coup de téléphone qui ne va pas de soi, parce que normalement, on n'a pas ce type de coup de téléphone avec les Russes. Et ce coup de téléphone, il a eu lieu pour une raison très simple, c'est que justement, il y a eu un attentat terroriste à Moscou, qui a été revendiqué par l'État islamique au Khorasan, que le ministre des Armées, d'après ce que je comprends, avait des indications à partager avec son homologue russe, et qui souhaitait discuter avec lui de cette forme de terrorisme, et de la situation du terrorisme islamiste. Bon, les Russes n'ont pas souhaité entrer dans cette discussion, et au contraire, maintenant, ils nous accusent. Donc voilà, on retombe sur les propos j'exprimais tout à l'heure, et ceux du président de la République, c'est baroque et menaçant. C'est surtout une occasion ratée de travailler ensemble à un vrai sujet. Et en même temps, ça nous ramène à la réalité de cette guerre, qui est que la Russie mène une guerre injuste, cruelle, obstinée en Ukraine, et que manifestement, elle a bien l'intention de continuer. Général, c'est politique, mais le fait de garder le contact, ou un contact, je crois qu'il y avait plus d'1 an et demi qu'il n'y avait pas eu de contact direct, c'est aussi quelque chose d'important. C'est peut-être critiquable, mais en tout cas c'est important quand on est aux manettes, quand on est aux responsabilités. Oui, c'est important, et il ne faut pas oublier quand même que nous avons notre ambassadeur, Pierre Lévy, qui est à Moscou. Donc il n'y a pas... Qu'on a vu aux obsèques d'Alexei Navalny. Voilà, exactement. Donc il y a ce petit fil ténu qui effectivement qui permet non pas un dialogue, mais qui est important, et en tout cas il était nécessaire, c'était l'objectif du ministre des Armées, d'envoyer un certain nombre de messages bien sûr sur le terrorisme islamiste, et puis également pour dire que, comme le disait monsieur l'ambassadeur, c'est une guerre injuste et que nous soutenons l'Ukraine. Donc oui, c'était nécessaire d'envoyer ce message subliminal à Shoigu et donc forcément à Vladimir Poutine. Vous parlez à votre homologue qui est en Russie? Oui, bien sûr. Ouais. Parfois, on écrit même des papiers communs, des analyses conjointes. Et c'est très important, justement, de croiser le regard. Et en plus, évidemment, c'est un diplomate de grand talent que je connais depuis de nombreuses années et qui est formidable. Donc oui, bien sûr, on se parle et les équipes communiquent aussi. Pardon, mais alors je sais, vous n'allez pas nous le dire à la lettre près, mais qu'est-ce que vous vous dites? C'est l'analyse de la situation, c'est aussi faire le point sur vos états d'esprit respectifs, c'est l'analyse géopolitique, politique, militaire? On n'a pas l'habitude, nous, forcément, de voir des échanges entre ambassadeurs. Je vous pose la question directement, j'en profite. Écoutez, c'est un peu tout ça à la fois, mais c'est surtout ce qui est surtout intéressant, c'est que lui comprend beaucoup mieux que nous depuis Kiev, évidemment, ce qui se passe dans la tête des dirigeants russes et quels sont parfois les ressorts de politique intérieure russe qu'il peut y avoir dans telle ou telle prise de position. Nous, naturellement, depuis Kiev, on le voit depuis de plus loin. En revanche, évidemment, nous, on peut faire ce décryptage côté ukrainien, parce que la grande différence, c'est que l'Ukraine est une démocratie assez vibrante, où il y a des critiques, qui s'expriment. Il y a des votes à la Rada qui sont des votes
tout à fait démocratique et qu'évidemment la Russie est dans une autre situation. Une dernière question. Emmanuel Macron a évoqué le fait d'aller en Ukraine. En tout cas, on lui a beaucoup demandé. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour le déplacement du président de la République, une fenêtre de tir, parce que je n'aurai pas la date, une fenêtre de tir, une bonne période? Le président de la République a dit qu'il irait prochainement. Oui, il travaille à y aller. C'est très diplomatique. Il travaille à y aller. Moi, j'ai pas d'annonce à vous faire. Je crois pouvoir dire qu'il veut faire une visite qui fasse sens, une visite qui soit transformationnelle, une visite qui marque. Et évidemment, tout ça, ça se prépare. Alors, qu'est-ce qui ferait sens selon vous, selon l'ambassadeur de France? C'est ce qu'on est. Alors ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, d'essayer de faire en sorte que ça permette qu'on s'en souvienne et que ça permette d'avancer. En juin 2022, le président de la République était venu en Ukraine la première fois, et à l'époque, il y a eu un changement de position derrière de l'Union européenne vis-à-vis de la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc ça, c'était totalement transformationnel, je peux vous le dire, parce que l'Ukraine est un pays qui, aujourd'hui, fait à la fois la guerre et les réformes pour entrer dans l'Union. Puis le chef d'état-major des armées, c'est important, Emmanuel Macron. C'est le chef des armées. Le chef des armées, pardon. Merci beaucoup, Gaël Vassilière, ambassadeur de France en Ukraine, d'avoir été. Merci beaucoup, Général Pellistrandi, de m'avoir accompagné ce soir.